c'est parti pour la dernière ligne droite. On, c'est qui? Papa et maman. Le on, c'est qui? C'est qui? On. Une mère vous pose une double question. Elle a une petite fille de 3 ans qui est tout à fait adorable, mais qui, par ailleurs, pleure dès qu'on lui demande de faire quelque chose. Et ne dit jamais pourquoi. Qui on? Elle dit que c'est on qui demande. Est-ce que c'est la mère qui demande ou qui? C'est elle ou le père? Parce que cette fillette est peut-être à un stade dont j'ai parlé déjà, le stade de l'opposition. Dès lors, elle voudrait s'opposer à la mère, si c'est la mère qui veut imposer son désir, ou s'opposer au père, ou à sa grande sœur. Il n'y a jamais de on pour un enfant, jamais. C'est toujours telle ou telle personne. C'est peut-être une enfant qui a peur, qui se sent inférieure à la tâche que les parents lui proposent. Ce sera un enfant, comme nous disons dans notre jargon, inhibé, qui n'ose pas agir. Peut-être a-t-elle, 2 ou 3 fois, été maladroite et se croit-elle vraiment très maladroite? Je ne peux pas répondre à une question qui est trop vague. Il y a dans la même lettre une question plus précise. Cette dame a lu dans un article les théories d'un psychologue américain qui s'appelle le docteur Gordon et qui part de ce que la plupart des manuels recommandent aux parents qui ne sont pas d'accord avec leurs enfants de lui présenter un front uni. Il s'agit là d'une erreur fondamentale. 2 individus différents ne peuvent pas être toujours du même avis. Bien sûr, et l'enfant en prend conscience très vite. Cela pose surtout la question de l'opinion que chacun est en droit d'avoir et de soutenir. On discute et puis on n'est pas du même avis. Le père et la mère, ou la grand-mère et la mère. Enfin, 2 personnes adultes ne sont pas du même avis. L'enfant entend qu'ils ont un différent. Je crois que lorsque des parents en arrivent ainsi à des discussions entre eux, si l'enfant est présent, il faut le lui faire remarquer. Tu vois, nous nous entendons bien, et pourtant nous avons des idées différentes, c'est comme ça. Lorsqu'il s'agit de prendre une décision pour l'enfant, il y a des parents dont l'un gronde l'enfant pendant que l'autre trouve qu'il exagère. Dans ce cas-là, il vaut mieux que les parents parlent ensemble du problème en l'absence de l'enfant. Car ce sont des parents, souvent, qui seraient d'accord pour faire à l'enfant une même remarque, mais à condition justement que l'autre ne la fasse pas. Dès que c'est l'autre qui l'a fait, ils sont tentés de dire le contraire, comme s'ils étaient visés, et que l'autre leur reprochait indirectement. Tu élèves mal ton enfant. C'est l'esprit de contradiction. Un mode de discussion dont l'enfant fait les frais lorsque c'est à son sujet que les parents s'y engagent. Des adultes qui règlent leur compte, c'est ça. Une quérulence derrière laquelle il y a souvent de l'insatisfaction sexuelle. C'est bien dommage, mais qui peut empêcher ça? Je crois qu'il vaut beaucoup mieux être naturel et dire à l'enfant, tu vois, même si nous nous entendons bien, que nous t'aimions, nous ne sommes pas d'accord sur beaucoup de choses. Cependant, il y a des enfants, surtout à partir de 4 ans et jusqu'à 7 ans, qui utilisent énormément les différends entre leurs parents. Par exemple, ils vont demander une permission à leur mère qui la leur donne, alors que le père à qui ils avaient demandé la même permission avait dit non. Mais maman a dit oui. Ils mettent de la sorte constamment les parents en contradiction. Dans ce cas, conscients du manège, les parents devraient étudier la question et se dire que leur enfant est en train de s'amuser à les mettre en bisbille. C'est au moment du complexe d'Oedipe que les enfants jouent à ce jeu à 3. Cela peut devenir, si on y veille, un jeu pervers. Se mettre bien avec l'un contre l'autre afin que ce ne soit pas lui-même, mais l'un des parents qui soit le tiers exclu. C'est pour l'enfant une période difficile. Si par exemple, un père explique quelque chose à son fils en employant non pas les mots « ma femme », mais « ta mère », est-ce que c'est important ça aussi? Je vous ai entendu dire cela. Est-il vrai que l'enfant comprend la différence de termes? Si c'est vrai, mais oui, c'est très important, surtout à partir du moment où l'enfant a 7 ou 8 ans. Quand la fille ou le garçon, par exemple, sont odieux ou impertinents avec leur mère, le père étant présent, c'est au père de leur dire « Je ne permettrai à personne dans ma maison d'être odieux et respectueux avec ma femme ». La mère doit faire de même, quand le fils dit devant elle des choses critiques ou désobligeantes sur le père. Il arrive que le père absent ou la mère absente, un enfant parlant à l'autre parent lance des médisances ou des attaques. Il choisit généralement des griefs dont il sent qu'on est bien prêt, en son fort intérieur, de les accepter. Il faut que le parent ait le courage de couper court. Écoute, c'est mon mari ou c'est ma femme.
S'il ne te plaît pas, eh bien cherche ailleurs. Mais ce n'est pas à moi que tu vas venir raconter ça. Si tu as quelque chose à dire à ta mère ou à ton père, dis-le lui directement. Je n'ai aucun besoin de savoir ce qui se passe entre vous. C'est important que les parents sachent ainsi parler, ne serait-ce que pour l'enfant, ne serait-ce que pour que l'enfant sente qu'il se respecte, ne serait-ce que pour que l'enfant sente qu'ils se respectent l'un l'autre et ne se surveillent pas mutuellement. Mais il faut savoir aussi qu'un enfant peut chercher à parler à son père ou à sa mère seul, sous le couvercle de parler de l'autre. Sous le couvert de parler de l'autre, après une réponse comme celle que je viens de dire. Cela peut s'arranger très bien. Tiens, nous n'avons pas si souvent l'occasion de parler tous les deux. Si tu me parlais de toi, etc. Ou bien, si nous parlions ensemble. Je dis cela parce que bien souvent, les enfants ne savent pas comment engager la conversation et croient que c'est en se plaignant de l'un qu'ils seront écoutés de l'autre. Quand ils recherchent en fait un colloque singulier. Quand ils recherchent en fait un colloque singulier. Comment parler de Dieu à un enfant et à quel moment? La question nous est posée sous une forme plus personnalisée qui nous ramène au désaccord entre parents. Il s'agit d'une mère qui a une fille de 8 ans. Elle est divorcée et remariée depuis 2 ans. Elle a, de son nouveau mariage, un bébé de 4 mois. Son précédent mari était témoin de Jéhovah et la petite de 8 ans adhère aux idées de son père. La mère vous demande ce qu'il faut répondre à cet enfant lorsqu'elle juge tout en termes de bien et de mal. Celui-ci est bon, celui-ci est mauvais. Ou lorsqu'elle lui dit à elle-même, tu seras détruite si tu ne deviens pas témoin de Jéhovah. Témoin de Jéhovah. La mère nous écrit. Je suis un peu consterné parce que j'ai passé mon temps à essayer d'ouvrir l'esprit de mon enfant, à lui parler des problèmes de liberté de pensée, à l'élever justement dans l'équilibre, et pas en lui donnant des directives en noir et blanc. Je vais répondre d'abord à la question comment parler de Dieu. Eh bien, tout simplement, depuis que l'enfant est tout petit, si les parents sont croyants, qu'ils lui parlent de Dieu comme ils le feraient à quelqu'un de leurs amis. Simplement comme ils pensent et sans mièvrerie, sans se mettre à sa portée, comme on dit. Simplement, donc, que l'enfant en entende parler. Puis un beau jour, il aura l'intuition de ce qu'est Dieu, pour ses parents qui en parlent. Et ça se fera de soi-même. Pour tout ce qui est important, c'est ainsi que l'on devrait procéder. Parler devant lui, sans le faire à son intention, parce que les adultes aiment à parler de ce qui leur importe. Mais on parle toujours pour les enfants de l'âge de raison. La question de Dieu se pose implicitement, bien avant l'âge de raison, car ce n'est pas une question de raison ou de logique, c'est une question d'amour, de parler de Dieu. Et c'est le répondant majeur de l'amour des parents qui sont croyants pour leurs enfants. Une chose importante, c'est de ne jamais joindre Dieu à la punition. Dieu qui punit ne peut pas exister, puisque pour les croyants, Dieu est toute bonté et toute compréhension de l'être humain. Voilà une réponse générale à une question générale. Et à quel moment? Quand on veut? Comme on veut? Comme on veut, oui, et toujours de la façon dont la mère en parle habituellement. Quand elle est heureuse, elle parle de Dieu d'une certaine façon. Elle en parle autrement quand elle est malheureuse. Elle le prie, elle le loue. Et bien qu'elle fasse comme d'habitude, et son enfant l'acceptera ou ne l'acceptera pas, cela n'a pas d'importance. Qu'elle continue d'être elle-même. Alors, pour passer à la lettre de cette mère un peu consternée parce que sa fille juge tout en bien ou en mal, elle peut dire à l'enfant, tu me déroutes, mais je comprends, puisque c'est ton père qui a cette croyance que tu sois d'accord avec lui. Tu es sa fille et tu peux penser comme il pense. Et quand l'enfant lui dit, tu seras détruite, que la mère ne se fasse pas trop de bile, parce que l'enfant, à cet âge-là, est très contente de dire quelques petites vacheries à sa mère. À 7, 8 ans, on a besoin de dire, eh bien, maman, toi, tu ne comptes pas autant que moi dans la vie. C'est normal. Que la mère réponde, je comprends que cela te fasse de la peine, mais moi j'ai confiance parce que je fais ce que je peux. Tu prieras pour moi, ton Jéhovah. Qu'elle parle comme ça, très gentiment, sans critiquer les croyances du père. L'enfant sentira qu'elle a tout à fait le droit d'avoir la croyance de son père. Puis peu à peu, elle respectera sa mère, justement parce que sa mère se montre tolérante. Je vous rappelle que la mère est remariée depuis 2 ans. Sa fille a maintenant 8 ans, elle en avait 6 quand ses parents se sont séparés. Est-ce que ça peut venir de là? Naturellement, la fille était très contente d'apporter dans ce foyer, surtout qu'il y a un autre enfant, l'ombre ou la lumière de son papa. Moi, j'ai mon papa. Elle amène, comme ça, les croyances du père à l'appui de ses désirs de rivalité, pour bien se poser comme différente du petit qui a un autre père qu'elle. Elle tâte le terrain, si je puis dire, pour exprimer l'ambivalence de son amour envers sa mère et son beau-père. Pourquoi pas?
Jouer à l'Oedipe. Eh bien, nous y voilà, le fameux complexe d'Oedipe. La question concerne quiconque a un enfant. Qu'est-ce qui va se passer? Mon fils ou ma fille font-ils un complexe d'Oedipe? Je voudrais partir de 2 lettres. Voici une mère séparée de son mari depuis 6 ans et qui a un garçon de 6 ans. Il est né 1 mois après la séparation. Elle écrit: j'ai entendu parler du complexe d'Oedipe et on me dit que l'enfant, pour le surmonter, a besoin de la présence du père. Or, mon fils, lui, ne l'a jamais vu, son père. Alors comment aider mon enfant à résoudre ce problème? J'ajouterai éventuel, car il n'est pas sûr que cet enfant ait un quelconque problème. Elle ne dit pas du tout comment se comporte ce garçon, s'il est possessif et jaloux de sa mère, si elle-même ne voit jamais d'autres personnes. Elle précise justement qu'elle habite chez ses parents, qu'elle a 28 ans et qu'elle ne sort jamais. Elle n'a pas d'amant. Je prends l'autre lettre avant de vous laisser répondre. Elle vient d'une mère de 2 enfants, une fillette de 4 ans et un petit garçon d'1 an. Or, depuis l'arrivée dans la famille du petit garçon, la fille, elle, est en opposition constante, plus particulièrement avec son père. Avec la mère, elle se montre exigeante, très tyrannique. Elle accapare beaucoup le petit frère, elle le couve. Elle va à l'école avec plaisir et assiduité. Mais on a un peu l'impression qu'à la maison, elle se défoule. Or, note la mère, il me semble que pour une fillette, comme on me l'a dit, la situation oedipienne devrait provoquer l'attachement au père et à la jalousie envers la mère. Ma fille ne rentrerait-elle pas dans les normes? Il semble que cette petite fille soit en plein complexe d'Oedipe, justement. C'est-à-dire qu'elle est très jalouse que le père ait donné un enfant à sa mère et pas à elle. Alors, elle se l'accapare, comme dit la mère, pour faire semblant que c'est elle la maman du bébé. Elle joue à prendre ce bébé parce que ce n'est pas juste que son père ne lui ait pas donné, à elle qui l'aime, la joie d'être mère. On peut donc rassurer cette mère, sa fille est dans les normes, et pour revenir à l'autre lettre, cette jeune femme, elle-même, en vivant chez ses parents, semble avoir, comme on dit, arrêté un peu son évolution au moment de la naissance de son enfant. Elle s'est consacrée à l'élever chez ses propres parents. Il semble donc qu'il y ait un homme, son grand-père, et que l'enfant peut se développer garçon en identification à cet homme, puisqu'il est là. Mais peut-être que cet enfant est assez possessif, ou peut-être aussi considère-t-il sa mère comme une grande sœur, puisqu'il vit chez ses parents à elle. Je ne peux rien dire là-dessus. D'ailleurs, elle ne dit pas si son fils a des problèmes. Toutefois, il doit porter le nom de son père, puisque d'après la lettre, elle a été mariée avec cet homme. L'enfant sait donc qu'il a un père, et que c'est son grand-père qui a pris en quelque sorte le relais pour lui. La situation est complexe pour ce garçon. De toute façon, son identité de garçon, il l'a certainement. Quant à elle, elle a certainement une identité de fille, mais je ne suis pas sûr qu'elle ait encore actuellement une liberté et une identité de femme. Peut-être est-ce le jour où cette femme se permettra de vivre sa vie de femme, que son enfant se montrera jaloux de l'homme qui aura plus de droits sur elle que n'en ont son propre père et son fils. En tout cas, un élément d'entrée dans le complexe d'Oedipe, c'est-à-dire cette relation où l'enfant s'identifie à l'adulte en voyant dans cet adulte l'image achevée de lui-même et le modèle pour devenir adulte, cet enfant l'a certainement dans son grand-père. Pour l'instant, il doit sans doute marquer le pas et rester un peu ignorant concernant la sexualité. Comment les parents doivent-ils réagir lorsque le complexe se manifeste? Eh bien, selon leurs propres désirs à eux, savoir d'abord que c'est là quelque chose de normal, dire à l'enfant: quand tu seras grand, tu feras ce que tu voudras. Pour l'instant, tu ne peux pas encore avoir une femme à toi, si c'est un garçon, ou un homme à toi, si c'est une fille. Tu auras envie d'être déjà une grande personne, tu voudrais faire comme les adultes, peut-être comme bien des petits garçons. Tu voudrais devenir le mari de ta mère. Ce n'est pas possible pour de vrai, c'est comme ça la vie. Encore une fois, ne pas hésiter à dialoguer avec l'enfant, bien sûr. Et puis, dire au garçon que quand son père était petit, il a souffert des mêmes choses que lui, et que lorsque sa mère était petite, elle a souffert des mêmes interdits que sa fille, etc. Le complexe d'Oedipe, maintenant qu'il est entré dans le domaine public, les gens se posent des tas de questions là-dessus, alors qu'il a toujours existé, bien avant qu'on en parle. Et surtout, ceux qui le craignent ne se rendent pas compte que le complexe se manifeste de manière différente de ce à quoi on s'attend. Par exemple, dans une famille où il y avait 3 enfants, dont 2 garçons les aînés, il se trouva que 2 ou 3 soirs de suite, la mère était sortie avec le père. Les garçons sont venus lui dire: mais enfin, pourquoi sors-tu toujours avec celui-là et jamais avec nous? Nous, c'était le commando des garçons. Alors la mère, un peu déroutée: mais c'est mon mari, j'ai bien le droit de sortir avec lui. Et l'un des enfants de dire: mais nous aussi on veut être ton mari. La maman ne savait pas quoi répondre. Là-dessus,
L'autre garçon répond au premier. Bah, tu comprends, lui c'est son mari pour faire des enfants, et puis nous, on serait des maris comme ça. La mère conclut. Il a raison, c'est vrai. Et voilà, ils se sont tus, un peu maris de ce que la Marie que ils se sont tus, un peu maris de ce que la maman eut un mari. Un peu mari de ce que la maman eut un mari. Une autre façon qu'a le complexe de se manifester, le garçon qui aime son père, qui veut s'identifier à lui, qui veut qu'il ait toujours raison et qui en même temps aime sa mère, qui voudrait qu'elle ait des privautés avec lui. Tu sais, peut-être que le père ne rentrera pas ce soir. Alors, s'il ne rentre pas ce soir, ou bien très tard, en attendant, je peux m'asseoir à sa place. Hein? Attends, je peux m'asseoir à sa place, hein? Parce que c'est bête de laisser comme ça une place vide. Bien sûr, à des propos comme cela, il faut que la mère ait de la présence d'esprit. C'est une mise à l'épreuve. Elle doit répondre: cette place, elle n'est jamais vide, qu'il soit là ou pas. C'est la place de ton père. Il est toujours là, même quand il est absent. Moi, je pense à lui. Il est très mauvais que, sous prétexte que le père n'est pas là, la mère laisse prendre sa place par le fils. Celui-ci se donne alors, dans son imaginaire, le droit, par rapport à sa mère, de se croire son mari. C'est encore pire quand ça se passe dans le lit, simplement parce que la mère aime avoir chaud. Pourquoi pas, puisque mon mari n'est pas là, que mon fils vienne dedans? Cela serait très mauvais pour l'enfant. Vous voyez, c'est comme cela que le complexe d'Oedipe se manifeste dans la vie de tous les jours. Que la maman fasse attention. Qu'elle ne laisse jamais le glissement se faire, jamais un fils ou une fille prendre les prérogatives qui sont celles du mari à son égard, du père à l'égard des plus jeunes. Parce que cette petite prérogative pour les enfants, dans leur vie imaginaire, c'est comme s'ils avaient le droit reçu de leur c'est comme s'ils avaient le droit reçu de leur mère, qui ne dit mot consent, de décider, désirer remplacer le père. Et cela les culpabilise et les gêne dans leur développement. Pour une fille, c'est la même chose. Je me rappelle d'une petite fille, un matin que son père venait de partir après avoir gaiement claironné un heureux... Voilà, blablabla. Alors, elle était en pleine... Pour une fille, c'est la même chose. Je me rappelle d'une petite fille, un matin que son père venait de partir après avoir gaiement claironné au revoir. Elle avait à ce moment-là 3 ans. Elle était en pleine période d'amour incendiaire pour son père, qu'elle avait accompagné à la porte. Puis en se précipitant, elle est venue se réfugier contre sa mère. « Oh, papa, je le déteste. »« Ah oui ?» dit la mère. « Et pourquoi le détestes-tu » Après un moment de silence, en se nichant contre sa mère, sur un ton désespéré, « Parce qu'il est trop gentil. » Un autre type de question, en apparence, comment faire comprendre à un garçonnet de 5 ans qui est plein de vie et de soif d'apprendre qu'il y a quand même des moments où il faut laisser la parole aux grandes personnes, qu'il doit se taire parfois, ne serait-ce que quelques minutes dans la journée. C'est un enfant qui est très intelligent, très sensible, mais alors, quel bavard! Je me réserve pourtant le droit, même en sa présence, d'essayer de parler un peu avec mon mari, d'écouter la radio, sans être constamment interrompu. Qu'en pensez-vous? Je bave d'un côté, c'est chiant. L'enfant essaie de garder un amour possessif et jaloux sur la mère. Il veut l'accaparer. C'est sans doute un enfant unique, ou alors très loin d'un autre éventuel. Il a un petit frère qui a, lui, 10 mois, donc est très jeune. C'est ça. Le premier a été longtemps un enfant unique. Il n'a pas encore, dans son petit frère, un interlocuteur valable, si bien qu'il veut s'identifier au grand, à son père. Il est en plein Oedipe, cet enfant. Il veut garder la mère pour lui, l'empêcher de parler à son mari, mais ce n'est pas à elle de le rejeter. C'est au père de dire: maintenant, je veux parler avec ta mère, tais-toi. Si tu ne veux pas écouter, va-t'en. Et puis, très gentiment, le père, s'il veut vraiment avoir une conversation avec sa femme et que ce petit bavard l'empêche, lui donnera par exemple un chewing-gum ou un caramel. L'enfant le mangera, et après cela, le père dira: tu vois, ce n'est pas parce que nous parlons tous les deux que tu es délaissé. Voyons, il faut y faire. C'est quelque chose qu'il faut prendre avec humour. Visiblement, cet enfant défend sa position d'aîné. Peut-être est-ce que le père, quand il a des moments libres, ne s'occupe pas assez de lui et ne l'incite pas assez à devenir grand. Ce n'est certes pas commode quand il y a un petit frère qui commence à prendre de l'importance, un petit qui ne parle pas encore, et un père triomphant rival sur toutes les lignes.
à moi, pour moi, je la veux. L'enfant aux prises avec le complexe d'Oedipe souffre. Il mérite compassion. Il a besoin d'amour chaste de la part de ses parents et de paroles vraies concernant le désir interdit entre géniteurs et engendrés, comme entre enfants d'une même famille. Les parents doivent s'abstenir autant de le taquiner que de le blâmer. S'abstenir aussi de propos amoureux équivoques à son égard, de privautés ambiguës sous le couvert de câlins incendiaires, de joutes rivales soi-disant ludiques où l'enfant peut encore espérer triompher dans son désir incestueux. Tout cela ne ferait que retarder son développement psychosexuel. Si la prohibition de l'inceste n'est pas clairement signifiée et acceptée entre 7 et 9 ans ou plus tard, les conflits oedipiens se réveillent à la puberté, aggravant les problèmes de l'adolescence, tant pour le jeune que pour ses parents et même pour les enfants plus jeunes. Car les aînés sont fauteurs alors ensuite de troubles au foyer et de drames entre les parents. Que de familles souffrent ainsi de ce que les parents ne se sont laissés prendre au piège de l'Oedipe de leur aîné. Chacun des parents a gardé son préféré sans lui permettre de se faire, dès 7 à 9 ans, des amis personnels hors de la famille, et sans l'avoir découragé à temps d'une amitié inconsciemment amoureuse, homosexuelle ou hétérosexuelle avec l'un des parents, ou avec un frère ou une sœur. C'est à la puberté des aînés que tout craque dans la violence ou la dépression, quand ce n'est pas dans la délinquance pour les jeunes et la dissociation du couple parental. Il n'y a ni tort ni raison, c'est la conséquence du désir incestueux et de ses pièges c'est la conséquence du désir incestueux et de ses pièges quand ils ne sont pas déjoués à temps. À ce moment-là, il faut sans tarder recourir à la psychothérapie psychanalytique, très efficace heureusement. Des questions qui reviennent. La séparation du... J'ai l'impression que c'est à ton tour. Il y a des questions qui décidément reviennent. Et d'abord, le problème de la présence prolongée des mères auprès de leurs enfants. Une mère a 3 enfants, un garçon de 14 ans, une fille de 7 et une autre petite fille de 4 ans. C'est cette dernière qui lui pose pas mal de problèmes. J'ai cessé de travailler au moment où j'attendais cette petite, écrit la mère. Donc, elle a été élevée dans les meilleures conditions possibles, puisque j'étais toujours là pour m'en occuper. Et pourtant, elle devient de plus en plus difficile et rend la vie impossible à tout le monde. J'essaie de la comprendre et d'avoir de la patience, mais elle me déprime, me fait sortir de mes gonds, m'épuise. Depuis quelque temps, elle frappe sa sœur et se mord elle-même pour se punir. Si elle est seule avec moi ou avec sa sœur, elle est charmante. Cela peut durer pendant des jours et des jours, mais dès qu'une autre personne arrive, elle devient infernale. Je présume que c'est pour qu'on s'occupe d'elle. Je n'ose plus inviter ses petits amis à la maison, parce qu'il y a toujours des colères, des pleurs. Et lorsque j'essaie d'expliquer calmement son comportement, elle me répond « Bon, allez, on va essayer d'être gentil. » Malheureusement, cela ne dure jamais très longtemps. Je suis un peu désespéré de voir que j'ai si mal réussi avec elle. Je crois qu'il y a déjà 1 an que la mère aurait dû reprendre son travail. Je ne comprends pas pourquoi elle ne l'a pas déjà fait. Lorsque l'enfant dit « on va essayer d'être sage », c'est comme si elle sentait qu'il ne s'agissait pas que d'elle, mais d'un trio qui va essayer d'être sage. Elle n'est bien que lorsqu'elle est à 2. Et puis, il n'est pas du tout question du père dans cette lettre. Il n'est pas question non plus que lorsqu'elle bat sa sœur, il n'est pas question non plus que lorsqu'elle bat sa sœur ou est en colère contre sa sœur, celle-ci soit ou non agressive avec elle. Je ne comprends pas très bien. Pourquoi est-ce que celle de 7 ans, si elle est battue par la petite, ne se défend pas? C'est pour cela que la petite est obligée de se mordre après, parce qu'elle trouve devant elle une mère qui se déprime et une sœur aînée qui a l'air d'être un tapis-brosse. Je ne pense pas que ce soit la plus petite qui soit la plus atteinte dans cette famille. J'ai l'impression que la mère a voulu trop faire pour elle et trop longtemps. C'est la seule qu'elle ait entièrement élevée. Pour les autres, elle n'avait pas cessé son travail. C'est une enfant gâtée, sans doute. La grande sœur Sans doute la grande sœur se croit-elle moins de droit à l'amour de sa mère. Peut-être se laisse-t-elle battre par la petite pour gagner cet amour. Sans doute, peut-être se laisse-t-elle battre par la petite pour gagner cet amour. Ce qui part d'un bon sentiment. Oui, mais on dit aussi que l'enfer est un pavé. Bon, désolé pour le cadrage.
Oui, mais on dit aussi que l'enfer en est pavé. À présent, cette mère devrait se remettre à sa propre vie, hein, aussi. Peut-être reprendre du travail, sortir de la dépendance à sa petite. Cet enfant paraît mal parti. La sœur de 7 ans aussi. Et puis le fils, et le père surtout là-dedans. Lorsqu'une mère est déprimée, il y a toujours un enfant de la famille, celui qui a le plus de vitalité, qui devient insupportable. On dirait que c'est l'électrochoc du pauvre. C'est une façon d'empêcher la mère de tomber dans la dépression. On a l'impression que l'enfant ne veut pas voir quelqu'un de dépressif et fait tout un ramdam pour que ça vive là-dedans, sinon ça ne vivrait pas assez. Il serait bon que la mère consulte peut-être pour elle-même un psychanalyste, qu'elle tente d'éclairer le sens de sa dépression. Oui, je pense que le problème vient d'abord de la mère, et aussi de la grande sœur qui n'ont pas assez de défense, face à une petite qui a l'air d'être assez violente. Elle a été élevée avec beaucoup d'égards, et maintenant, elle en a assez. On en fait trop pour elle. Elle n'a pas, en face d'elle, des gens qui soient à la hauteur de son agressivité. La mère devrait reprendre du poil de la bête, puis se remettre à travailler, et dire à la sœur aînée de ne plus céder la petite ni être trop maternante. Tout rentrera dans l'ordre, surtout s'il y a un père pour s'occuper d'elle ou un grand-père qui ne la laisse pas faire. Cette petite fille dit on au lieu de dire je, parce que c'est un désir ni de fille ni de garçon qui en elle fait la loi. Elle souffre et fait souffrir. Elle se sent coupable, elle appelle au secours et on se lamente. Justement, à propos de reprise de travail, une question revient assez souvent, c'est celle du salaire maternel. Beaucoup de femmes n'ont pas la possibilité de rester à la maison pour s'occuper de leur enfant, pour des raisons d'existence pure et simple. D'après vous, la période des soins est assez limitée dans le temps? Oui, si l'on entend par là la nécessité qu'il y ait une personne à la maison tout le temps, ce sera jusqu'à l'acquisition de la démarche délurée, du bien parler et du bien se débrouiller physiquement, c'est-à-dire 24 à 30 mois, au plus tard 3 ans. Moi, je serais tout à fait d'accord pour l'institution d'un salaire, d'une allocation pour la mère qui reste à la maison, jusqu'à cet âge-là, de l'enfant. Et pourquoi pas le père? Il y aurait des exceptions pour des enfants qui seraient un petit peu plus fragiles que d'autres. À partir d'un certain âge, qui reste à déterminer pour chaque cas, l'enfant peut aller dans une garderie matin et soir. Il n'a plus besoin d'être avec sa mère une fois qu'il sait se débrouiller tout seul et qu'il sait être avec d'autres enfants. Éduquer un enfant n'est pas se consacrer à lui en se négligeant, encore moins en négligeant conjoint, autre enfant et vie sociale. Deux objections maintenant à propos des jumeaux. J'ai là deux lettres très différentes. L'une vient d'une vraie jumelle qui écrit: Je me demande pourquoi tous les docteurs, dont les psychiatres, tous les sociologues s'obstinent à dire qu'il faut absolument séparer les jumeaux. Je ne suis pas du tout de cet avis. Elle est bien placée pour le dire, puisqu'elle est une vraie jumelle. Elle parle de l'amour fraternel. Je vous dis tout cela pour vous montrer que, à mon avis, il n'y a rien de plus beau, de plus agréable qu'un profond amour fraternel. Je crois que cet amour ne peut exister que chez de vrais jumeaux. Pourquoi vouloir les séparer? Pourquoi risquer de les priver de cette chose si merveilleuse? J'ai d'ailleurs maintenant deux fils, de 14 et 15 ans, qui se disputent à longueur de journée. Cela fait mon désespoir. Étant donné le peu de différence d'âge, je les ai élevés presque comme des jumeaux. Et elle s'étonne de leur réaction. L'amour sororal existe. Que cette femme ait été ou non jumelle de sa sœur, elle aurait aimé sa sœur, et sa sœur l'aurait aimée. Il y a beaucoup de sœurs qui s'aiment, il n'est pas nécessaire pour cela d'être jumelles. Mais peut-être que, dans ce cas-là, le fait d'être vraiment la réplique l'une de l'autre les a aidées. En tout cas, deux enfants qui sont séparés d'1 an, ceux-là, on a intérêt à ne pas les élever en jumeaux. Regardez d'ailleurs, que cette femme ne parle pas de son amour conjugal. Je vous avez employé le mot sororal. L'amour sororal, eh bien, entre des sœurs, n'est-ce pas français? On ne peut dire fraternel quand il s'agit de sœurs. Les filles aiment beaucoup être en doublet et s'entendent en famille, jusqu'au moment où elles se disputent le même homme, quand elles deviennent jeunes filles. Les garçons, rapprochés ou jumeaux et amis, le sont moins étroitement que des filles. Ajoutez que l'amour entre frères et sœurs peut être lui aussi authentique et sans ambiguïté toute la vie. L'autre lettre maintenant, celle-ci d'une mère. Je vous ai écouté parler des jumeaux. Je vous ai entendu dire qu'il fallait les habiller différemment. Eh bien, pour moi, c'est révélé vrai le contraire. J'ai eu des jumeaux, garçons et filles. Je les ai toujours différenciés lorsqu'ils étaient dans le même parc. La fille mordait toujours son frère. Ensuite, je les ai séparés. Je les ai mis chacun dans un parc, mais la petite arrivait toujours à rapprocher son parc et à mordre son frère.
Cette dame a eu un autre enfant après, et toujours cette petite fille mordait le dernier arrivé. Un jour, j'ai habillé les enfants de la même façon. J'ai finalement habillé tout le monde pareil. Je les ai donc traités en jumeaux, comme on a l'habitude de le faire. Et tout a disparu, tout s'est calmé. Seuls les parents savent vraiment ce qu'il faut faire devant une situation donnée. On ne devrait pas essayer de se construire un enfant type, de faire entrer son enfant ou ses enfants dans le moule d'une sorte d'enfant idéal. On a tendance maintenant à ne connaître que par le livre, par le cinéma ou par autre chose. Oui, et même en écoutant Françoise Dolto, la personne qui m'écrit a raison. Chacun doit chercher réponse à ses propres questions, c'est juste. Il n'y a pas d'enfant type. Ici, la fille qui mordait ses frères a été feintée par l'uniforme unisexe. Voilà donc deux lettres qui contrarient ce que vous aviez expliqué. Non, elle cite des cas particuliers où d'autres solutions ont porté leurs fruits. Et j'y ai déjà assisté. Je remercie beaucoup qui a pris le temps de m'écrire pour contester mes réponses. Je voudrais que les mères et les pères comprennent bien l'esprit qui les anime. Ces réponses, je voudrais que les mères et les pères comprennent bien l'esprit qui les anime. Ces réponses. Je réfléchis au moindre détail des lettres et j'essaie, à l'aide de tous ces éléments, de réfléchir avec eux, mais non à leur place. Si les parents ont réussi dans des difficultés analogues à celles qu'on a relatées, en agissant tout autrement que je ne le conseille, je suis heureuse de faire état de leur témoignage. Cela peut aider d'autres parents. Nous n'avons que cela pour but. Des enfants agressifs ou agressés. Retour d'école. Encore une série de questions. Il s'agit d'une mère qui a une petite fille de 5 ans et demi, un petit garçon de 4 ans et demi et une autre petite fille de 2 ans. Elle va bientôt avoir un autre enfant. Sa question concerne la fille de 5 ans et demi, qui est l'aînée. Elle va à l'école, est assez grande pour son âge et aussi un peu ronde. Elle ressemble d'ailleurs à sa mère. Un jour, elle est rentrée de l'école extrêmement triste. Ses parents l'ont interrogée. Blablabla. Elle est rentrée de l'école extrêmement triste. Ses parents l'ont interrogée et elle a raconté que d'autres enfants de sa classe la traitaient de grosse patate pourrie, ce qui a semblé la démoraliser énormément. Le problème précis serait le suivant. Comment peut-on aider un enfant à acquérir son propre système de défense ou même d'autonomie dans un milieu qui n'est pas le milieu familial? Je crois que c'est la mère qui s'est déprimée quand l'enfant lui a raconté ça. En parlant avec la petite fille, on peut lui dire par exemple: qu'est-ce que tu aurais pu répondre? Je crois que la petite fille qui dit ça, elle est jalouse. Je ne sais pas de quoi, mais elle doit être jalouse. Car c'est très fréquent que les autres enfants injurent un enfant dont ils sont jaloux. Bon, maintenant, il y a des enfants qui ont à souffrir à cause d'un enfant sadique à l'école. Dans ces cas-là, les mères et les pères ne doivent s'adresser ni à la maîtresse ni aux parents de l'enfant qui a injurié le leur. Qu'ils aident eux-mêmes leur propre enfant à l'école en allant parler à celui qui l'a injurié. Alors, qu'est-ce que tu as dit à ma fille? C'est très mal ce que tu as fait là, etc. Qu'ils fassent la leçon, qu'ils grondent l'enfant qui a fait un mal moral réel à leur enfant. Cette semonce d'homme suffit. Il faut, après, aider. Pourtant, tu es mignon. Pourquoi es-tu aussi méchant avec ma fille? Que t'avait-elle fait? Rien. Alors pourquoi? Tu lui as fait de la peine. Allez, faites la paix. Voyez-vous, un enfant qui injure un autre enfant, c'est souvent parce qu'il souffre, et en veut à cet autre qui lui paraît plus heureux ou plus aimé que lui. Il l'envie, voudrait être son ami. Il y a aussi beaucoup d'enfants qui ne savent pas répondre à de banales sottises et en font un drame. Alors là, on peut réfléchir à la maison à des réponses possibles. Il y a beaucoup de choses qu'on peut, par exemple, répondre à patate pourrie. On peut trouver en famille des choses très drôles que l'enfant apprendra et saura dire, joute verbale et sens de la plaisanterie. Il y a aussi le cas des enfants qui sont constamment battus par d'autres. Là, c'est différent. Si cela semble sérieux, le père doit y aller voir. Souvent, c'est un petit qui agresse le grand. Le grand a peur de sa force et ne voudrait pas taper un petit parce que, par exemple, dans sa famille, ça ne se fait pas. Il y a aussi des enfants qui, on ne sait pourquoi, se laissent battre et même provoquent les autres à les battre. Mais alors, ce n'est pas seulement à l'école.
Nous ne pouvons pas entrer dans les détails, mais pour ce petit masochiste en herbe, ces apeurés de tout, il y a un moyen qui les aide beaucoup, c'est de dire: je pense que tu ne fais pas attention à la façon dont les autres te battent. Tu te réfugies tout de suite, tu te caches. Ce n'est pas ainsi que tu sauras jamais te défendre. Ce n'est pas ainsi que tu sauras jamais te défendre. Fais bien attention au contraire. Alors tu remarqueras les coups qui font mal et ceux qui font mieux mal. Il faut dire ceci, mieux mal, parce que ce ne soit pas très correct, bien que ce ne soit pas très correct. Avec l'autorisation de recevoir des coups et de faire attention à la façon dont il les reçoit, généralement l'enfant triomphera de sa difficulté au bout de quelques jours. Il saura répondre et ne sera plus ennuyé par les autres. Très souvent aussi, il s'agit d'un enfant unique auquel, à la maison, on a inculqué qu'il ne fallait pas qu'il soit batailleur, que ce n'était pas joli. Alors, rentré à la maison, il raconte: les autres me battent, ils sont méchants, tous me battent. Et les parents répondent: défends-toi, défends-toi. Il n'a pas appris à se défendre, puisqu'il n'a pas eu l'occasion auparavant d'être agressif. Encore une fois, un enfant encouragé à faire bien attention à la façon dont il est agressé, c'est très bien, au bout d'un certain temps, rendre les coups et se faire respecter. C'est un apprentissage. Bien d'autres choses se passent dans les écoles. Souvent, les enfants, entre eux, ont ce dialogue classique. Moi, mon père, il est plus fort que le tien. Moi, mon père, il est plus intelligent que le tien. Moi, mon père, il est plus riche que le tien, etc. Alors que faut-il faire lorsque les enfants rentrés chez eux racontent cela? Faut-il les laisser régler le problème eux-mêmes ou les aider à y répondre? Il faut savoir d'abord à qui l'enfant s'adresse. Imaginons que c'est à son père que l'enfant s'adresse en expliquant: tu sais, l'autre, il dit que toi. Si le père a confiance en lui-même et connaît sa propre valeur, eh bien qu'il réponde: mais il est idiot ton camarade. S'il dit que son père est bien parce qu'il est riche, c'est qu'il n'est pas sûr que son père l'aime autant que moi je t'aime. Ce n'est pas la voiture ou les habits qui prouvent que les gens sont bien. Enfin, des choses comme ça. Chaque enfant aime son père. Quand il se sert de ces moyens-là pour dire à son père ce que l'autre a dit de lui, c'est peut-être sûr que son père est fort, qu'il n'est pas un humiliable. Le père peut en se ressortir grand. C'est le cas quand il sait répondre: mais moi, je me trouve quelqu'un de très bien, je n'ai pas besoin que les autres le disent. Et tu peux lui répondre: mon père est quelqu'un de très bien, et moi aussi, son fils, je suis quelqu'un de très bien. Voilà. Il est inévitable que des enfants se vantent de leur père. Je me rappelle un dialogue que j'ai surpris. Les enfants ne savaient pas que je les écoutais. Entre deux enfants de 3-4 ans. L'un disait: moi, mon papa, il a une moto, elle marche très vite. Et l'autre: mon papa, il a une moto qui marche très vite, très vite, très vite. Alors, on en est arrivé au très vite, entassé, et cela a duré 5 minutes. Puis il y en a un qui a dit: eh bien, moi, mon papa, il a une moto qui ne s'arrête jamais, pour en finir. L'autre lui a craché dessus et ils se sont séparés. Qu'est-ce que ça peut faire? Ce sont des histoires entre enfants. Le mot de la fin, on va le laisser à une lettre qui nous dit: il est bien vrai que l'enfant bouleverse complètement une vie, transforme les êtres et leur fait donner le meilleur d'eux-mêmes. Être parent, ce n'est pas quelque chose d'inné, mais quelque chose qu'on apprend. On pourrait même dire que c'est en deux sens que l'enfant est le père de l'homme. Bébé. C'est la fin de lorsque l'enfant paraît. Oh, c'était intéressant, beaucoup de choses. Mais bon, moi ce que j'ai compris, c'est qu'il faut être à l'écoute. Il faut parler, il faut tout dire à l'enfant. Enfin, pas tout dire, mais il faut lui parler normalement. C'est important de dialoguer, même dès qu'il est tout petit. Ce que tu me disais aussi à l'époque. Je pense que c'est ça que je retiens. Qu'il faut pas. Et de toute manière, c'est pas une science innée aussi. Mais il faut être bienveillant, il faut écouter, il faut parler. Et voilà, faut pas le mettre de côté, surtout ça c'est le plus important, faut pas le mettre de côté l'enfant. Ce que je retiens de tout ça. Après il y a eu beaucoup d'autres histoires très intéressantes, tout ça. Donc, voilà. Bon bah c'est la fin, hein. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Que dire maintenant? Que dire? Moi j'espère que ça t'a plu, j'espère que j'ai été un peu. C'était clair. Voilà, bon, j'espère que tu le liras.
sinon ça sera là. Ça reste là de toute manière. Voilà. En tout cas, j'espère que ça peut t'aider aussi pour ton projet, pour la crèche. En tout cas, j'ai aucun doute que tu sais gérer avec les enfants. Et j'en ai aucun doute que tu le fais naturellement. Parce que tu es bienveillante, tout simplement. Et ça, c'est le plus important, je pense. Tu es quelqu'un de très bienveillant et bon, c'est tout ce qu'un enfant demande, je pense. Je sais pas. Tu m'en diras des nouvelles. Mais voilà, j'espère que ça va bien se passer. J'espère que ça peut t'aider, je sais pas. De toute façon, bah, je te le renverrai, je pense, si tu le veux. Et puis voilà. Moi, je vais faire une petite pause sur les réseaux, sur YouTube. Je Faut que je parte là, ça a pété trop vite. Non, je rigole. Mais je reviendrai peut-être avec des petits projets, des petits trucs. Je poste sur YouTube. Mais j'aimerais bien faire un peu de trucs comme ça. Bon, pas forcément de la lecture, mais peut-être un peu plus manuel. On verra. On verra. Et puis voilà. Bon voilà, j'espère que c'était cool. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. C'était bah, c'était intéressant. Et puis enfin, c'est cool je trouve de se filmer en faisant ça. Parce que bah là, d'autant plus que je filmais pour. Enfin, je savais qui allait le regarder. Ou pas, je sais pas. Peut-être que tu vas pas regarder. Du coup, c'était cool d'avoir l'aspect personnel et l'aspect de partage en même temps. Parce que bah, voilà, je reste tout seul chez moi. Donc, c'est plus, je trouve que c'est plus stimulant de se dire qu'il y a quelqu'un qui regarde. Mais c'était cool. Après, peut-être que je lirai d'autres livres, je sais pas. On verra. On verra, on verra. Mais en tout cas, voilà, hein. Euh, c'est la fin de cette aventure. Il y en aura d'autres, j'espère, peut-être. Mais peut-être pas tout de suite. Mais en tout cas, j'espère que sincèrement que j'ai été clair dans ce que j'ai dit et et que ça peut t'aider. Après, c'est vrai que c'est quand même vieux, mais je trouve que je sais pas, c'est pas trop décalé. J'ai pas l'impression. Après, je sais pas, je suis jeune. J'ai qu'une vision de la parentalité de par mes parents, donc c'est vrai que c'est pas non plus. Je sais pas ce que c'est que d'élever un enfant aujourd'hui, je sais pas trop ce que c'est, un petit peu, mais pas trop. Donc je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même. C'est vrai que tu t'attends à une éducation assez stricte, assez carrée, plus à l'époque qu'aujourd'hui, je trouve. Mais en fait, c'est marrant parce que c'est pas tant le cas. C'est pas tant le cas parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça a beaucoup changé. Peut-être qu'il y a plus de. Il y a plus de. Voilà, d'être à l'écoute. C'est ça qui est peut-être plus à l'écoute de l'enfant. Mais en parallèle, tu vois, t'as tout un tas d'études qui travaillent là-dessus, tu vois. Donc c'est, je sais pas, c'est bizarre. C'est plus tolérant, mais c'est. Enfin, je sais pas, je sais rien, moi c'est mon avis. Je trouve que c'est plus tolérant, mais c'est quand même très étudié, quoi. Normal, c'est important. Donc voilà. Mais ouais, voilà, c'est vrai que il n'y a pas des moments où tu t'écoutes, tu lis et tu te dis quoi, c'est fini ça. Enfin, je crois pas. Je me souviens pas en tout cas de moments comme ça. Françoise Dolto. En tout cas, repose en paix, Françoise. C'est cool ce que tu as fait là. Je sais pas si on peut retrouver l'interview aussi sur ce France Inter, je sais pas. Enfin bref. Voilà, voilà. Euh, C'était une belle aventure en tout cas. Une très belle aventure.
puis c'est cool de... Ça pousse un peu vers le haut aussi de... Je trouve que voilà, c'est quelque chose qui permet d'un peu de t'élever d'une manière et de permettre à ceux qui t'écoutent aussi d'en apprendre, tu vois. C'est tout bénef, je trouve, comme... Enfin bref, je sais pas ce que... Je me perds, je divague. J'ai peut-être pas envie que ça se finisse. Je sais pas, sans doute. Mais il faut que ça se finisse. Mais ouais, je pense que je reviendrai. Il faut que je vois faire des trucs un peu plus manuels. J'ai des projets en tête. J'ai des projets. Ça se trouve, ça va flopper. Mais bon, en tout cas, vous le saurez bien assez tôt. Bon bah voilà, prends soin de toi. Et puis j'espère que ça t'a plu.